La communauté santé a pour but de partager son savoir et agir collectivement pour une utilisation efficace et responsable du numérique dans la santé au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Donc, quel est le contexte de notre café santé d'aujourd'hui? C'est la télémédecine. Et vous n'êtes pas sans savoir que la télémédecine est aujourd'hui l'un des tournants majeurs dans le secteur médical, surtout avec les avancées technologiques fulgurantes que nous observons, la connexion au débit 5G qui arrive bientôt en Afrique ou bien qui est déjà là dans certains pays. Donc, pratiquer un acte médical aujourd'hui, c'est à distance, ce n'est pas un mythe, mais c'est bien une réalité. Mais à l'heure où d'autres font de grands progrès dans ce domaine, on doit se demander aujourd'hui qu'en est-il de nos contrées africaines et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest francophone. C'est pour ça que notre webinaire Café Santé 36 de ce 3 juillet 2024 sera sur le thème de la télémédecine au Sénégal, état des lieux, perspectives. Et à travers ce webinaire, nous allons aussi jeter un coup d'œil sur ce qui se passe à côté au niveau de notre voisin du Mali. Donc, comment va se dérouler ce webinaire? D'abord, on commence par l'accueil. Donc, je vais vous présenter tout à l'heure les différents panélistes qui vont nous faire l'honneur de partager leur savoir-faire dans le domaine tout à l'heure. Et ils vont présenter des slides à propos de leurs projets respectifs. Ensuite, nous aurons une discussion, voilà, que je vais modérer et nous allons poser différentes questions à nos panélistes qui nous permettront d'aller plus en profondeur des sujets qu'on a abordés. Et aussi, nous aurons les questions et les réponses du public par rapport aux différentes présentations des panélistes. Donc, sans plus tarder, je vous présente les différents intervenants. D'abord, on a Dr Mahmoud Cissé, qui est enseignant-chercheur en informatique médicale auprès de DigiSanté Mali et au Mali, qui a fait l'honneur de pouvoir partager le cas du Mali en télémédecine avec nous aujourd'hui. On a le docteur Patrick Correa, qui est médecin régulateur, qui travaille avec assistance médicale au Sénégal. Le docteur Dembo Guérassi, gynécologue obstétricien et expert chez Enabel au Sénégal. Et le professeur Ibrahima Bara Diop, cardiologue interventionnel et directeur du Centre africain de télémédecine au CHU de Fann au Sénégal. Donc, on a un panel vraiment riche avec vraiment des experts de leur domaine et ce sera plus que bénéfique pour ce webinaire. Donc, je vous invite à rester très attentifs et à préparer toutes vos questions pour ce webinaire. Sans plus tarder, je laisse le docteur Mahmoud Cissé démarrer par sa présentation. Merci beaucoup, cher Dieudonné. Bonjour aux panélistes, bonjour à ceux qui sont en train de nous suivre en ligne. Et un mot de remerciement à l'endroit de la communauté e-santé Sénégal qui nous permet de nous rencontrer autour de thématiques aussi importantes et portant dans mon cas sur l'état des lieux et perspectives de la télémédecine en Afrique de l'Ouest et le cas du Mali que j'ai le privilège de vous présenter. J'ai donné slide. Alors, pour ce qui est de notre cas au Mali, nous pratiquons beaucoup plus ces deux aspects de la télémédecine, qui sont la téléconsultation et la téléexpertise. Slide bien donné. Et c'est un sujet auquel nous sommes intéressés un peu tôt, quand même, par rapport à un certain nombre de pays. Nous assistons depuis les années 90 avec l'avènement de la télépathologie entre la faculté de médecine et d'odontostomatologie et les CHU d'Angers. Une décennie après, nous avons réalisé les premiers actes de téléconsultation vraiment de façon pratique. Et depuis lors, les initiatives ne cessent de naître, comme par exemple la téléradiologie, la télééchographie, mais la téléélectrocardiographie. Et en plus, nous avons la télédermatologie. Peut-être que vous allez me poser la question, pourquoi est-ce que je vais prendre cette spécificité de télédermatologie pendant que je suis en train de parler d'actes spécifiques, téléconsultation, téléexpertise. Et cela est inhérent à sa spécificité que nous allons découvrir par la suite. De façon concrète, cette téléconsultation que nous avons réalisée au Mali de façon réelle, c'est-à-dire instantanée,
ou différé. Nous avons, par exemple, exploité la plateforme iPath qui réunissait des professionnels de santé qui, lorsqu'ils reçoivent certains cas, rédigent l'histoire de la maladie, qui transfèrent aux experts, qui vont se connecter et quand ils vont lire le cas, essaieront de répondre avec, en tout cas, un style tout à fait structuré, parce qu'un des objectifs de cette téléconsultation, ce n'est pas seulement de répondre aux cas, mais que les professionnels de santé, en lisant ces cas, puissent apprendre aussi. Slide qui est donné. Et c'était la réponse des experts. Et de façon concrète, la première activité de téléconsultation réalisée de façon synchrone, instantanée, c'est autour du cas de la petite Fanta, comme on aime l'évoquer. C'était une fille atteinte d'hydrocéphalie qui avait besoin d'être prise en charge en Suisse. Donc, cette plateforme réunissait les professionnels de santé du Mali, mais aussi de la Suisse, depuis le diagnostic jusqu'à son évacuation, jusqu'au retour pour le suivi de la petite Fanta. On tenait des réunions de façon virtuelle, en présentiel. Alors, des réunions pour pouvoir répondre aux différentes modifications de son cas au fur et à mesure. Slide qui est donné. Alors, après, nous avons les premiers cas de téléradiologie qui couvraient les régions, 5 régions du Mali. Je vous laisse imaginer un peu la portée du projet, qui utilisait cette plateforme Icon, mais aussi ces grosses machines. Peut-être aujourd'hui, on peut qualifier de diète, mais à l'époque, je vous avoue, c'était intéressant. Slide qui est donné. Alors, slide encore, c'est des captures d'écran de la soumission du cas, mais aussi de la réponse. En 2010, nous avons assisté, slide précédent, en 2010, nous avons assisté à l'avènement du projet Ecuresus, accès équitable aux ressources humaines en santé. C'est un projet qui a vu le jour dans un contexte de rareté des professionnels de santé qualifiés à distance, en périphérie. Quand on leur posait la question, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas aller en périphérie, ils disent toujours non, que s'ils partent en périphérie, ils ne seront plus en contact avec les autres professionnels de santé pour améliorer leurs connaissances. Ils seront déconnectés de l'actualité médicale. Donc, c'est en ce moment qu'avait été réfléchie cette initiative pour permettre de déléguer un certain nombre de tâches qui pouvaient être réalisées par ces professionnels de santé, mais aussi de leur permettre de les regrouper autour d'une plateforme qui leur permettait de rester en contact à travers les professionnels de santé qui, de temps en temps, réalisaient des formations. Alors, l'impact de ce projet a fait l'objet d'une évaluation qui prouve que les professionnels de santé ayant bénéficié de ces activités de télééchographie et de télé-ECG arrivaient quand même à économiser entre 12 000 et 35 000 par rapport, ou bien comparativement aux autres patients qui étaient dans ces mêmes zones et qui auraient dû passer par un autre système pour bénéficier de telles prises en charge. Slide. En 2014, nous assistons à l'avènement de la télédermatologie. Même là où je suis en train de parler tout de suite, il y a des cas qui arrivent sur la plateforme. C'est vraiment une activité d'envergure nationale qui aujourd'hui couvre tous les pays, qui a été mis en place, en tout cas dans un contexte encore de déficit de professionnels de santé et spécialistes en dermatologie dans les régions. Pratiquement au moment où le projet a été mis en place, ils exerçaient tous dans la capitale, pendant que les patients sont dans les régions. C'est comme la majorité de nos pays africains, une bonne partie de la population vit en milieu rural. Chez nous, ici, c'est un peu plus de 60%. Les populations sont en milieu rural et les professionnels de santé qualifiés sont dans les milieux urbains, dans les grandes villes. Donc, pour pallier à cela, est née l'initiative de la télédermatologie qui permettait aux professionnels de santé, quel qu'en soit leur niveau, quel qu'en soit là où ils se trouvent, en tout cas, de demander de l'expertise par rapport à un cas. Pour cela, au départ, ils reçoivent une formation sur comment utiliser la plateforme, comment utiliser les appareils de photographie, etc., etc. Et je vous avoue que c'est une activité qui marche très bien, qui couvre aujourd'hui pratiquement tout le territoire avec une centaine de centres de santé qui l'utilisent de façon quotidienne. Slide. Alors, slide encore, c'est l'outil utilisé par le projet télédermatologie qui est fourni, entretenu par le Centre d'expertise et de recherche en télémédecine e-santé et le réseau en Afrique francophone pour la télémédecine. Slide. Alors, pour avoir une vue nette sur ce qui se réalise en 2000,
slide précédent, en 2022, le Centre d'expertise et de recherche en télémédecine et e-santé, en collaboration avec Geneva Digital Health, on a procédé à une cartographie de l'ensemble des projets, outils et initiatives de santé numérique. Et les résultats montrent, c'est un peu absent sur cette diapositive, qu'il y a beaucoup d'activités qui sont menées dans le domaine de la téléexpertise, de la téléconsultation, avec les noms de certaines structures, de certaines initiatives ou applications qui sont dans le nuage de mots sur la carte du Mali. Slide. Alors, et en tout cas, dans cette même perspective, on voit de plus en plus d'autres projets comme celui de la santé digitale dénommé SANDI, énergie solaire, télésanté et protection sociale, avec comme objectif de déployer les outils du numérique en utilisant de l'énergie solaire, par exemple. Donc, ce projet est basé sur l'utilisation des outils que nous avons ici, les lunettes intelligentes, par exemple, et la plateforme Open Clinic Wizé, qui sont utilisés pour permettre aux professionnels de santé d'interroger, de consulter le patient pendant que l'autre expert qui est ailleurs, il voit aussi tout ce qui se passe dans la salle et tout ce que le médecin est en train de réaliser. Et donc, cette activité est une réalité dans 20 structures de santé au niveau du pays, avec des focus sur l'ophtalmologie, la psychiatrie et l'oncologie pédiatrique. Diapositive. Alors, diapositive. Il y a aujourd'hui aussi ce grand projet de téléconsultation qui utilise cette plateforme que vous voyez en capture d'écran ici, sur la plateforme sur laquelle sont échangés ou bien traités des cas de dermatologie, de cardiologie, de gynécologie obstétrique, avec comme ambition d'atteindre 100 centres de santé au niveau du pays. Donc, il y a déjà des structures qui sont en train de l'utiliser et c'est ce besoin-là même qui a fait que le projet est en train d'être mis à échelle avec les 20 premières structures de santé parmi les 100 qui vont commencer à l'utiliser à partir du lundi prochain. Slide, j'ai donné. Slide. Alors, la télémédecine, il y a aussi toutes ces applications. Par exemple, la dématérialisation du partogramme électronique que vous voyez ici sous forme de capture d'écran avec ces courbes de dilatation, de bruit du cœur, utilisées pour la surveillance et de l'évolution du travail d'accouchement qui, avec l'utilisation du partogramme papier, pose souvent des problèmes auxquels cette dématérialisation essaie d'apporter des réponses. Slide. Alors, la télémédecine au Mali de nos jours, c'est aussi les initiatives privées. Par exemple, nous avons cette plateforme de e-radiologie qui est utilisée par les centres de radiologie pour pouvoir réaliser les radiologies et interpréter les clichés de résultats et envoyer les résultats tout en étant à distance. Slide. Docteur Cissé. Oui. Pouvez-vous conclure en 30 secondes pour nous permettre de pouvoir respecter le timing? Merci. Merci beaucoup, Dieudonné. Et c'est pour vous dire que la télémédecine aujourd'hui au Mali est une réalité et en perspective, c'est de la réglementer parce que c'est quand même une réalité. Il faudra on est en train de partir vers sa réglementation, accompagner les professionnels de santé à l'adopter et aussi les patients. Maintenant, puisque c'est les mêmes données, il faudra qu'on arrive aussi à une interopérabilité de tous ces outils déjà utilisés. Pourquoi pas d'intégrer l'intelligence artificielle avec tout ce qu'elle nous offre et de mettre à échelle tous ces projets-là en vue d'atteindre l'objectif ultime qui est d'améliorer l'accès aux soins de santé des populations. Compte tenu du temps, je vais me limiter là et tout en apportant plus d'informations en répondant aux autres questions. Merci, Dieudonné. Merci, docteur Cissé, pour cette présentation. Désolé de vous avoir un peu pressé, mais c'est le temps qui n'est pas vraiment assez large. Mais ne vous en faites pas, nous allons revenir en détail au niveau des questions. Donc, il y a une question, monsieur Sébastien Cousnier. Veuillez noter votre question. On va passer à la prochaine présentation. Et on pourra réunir toutes les questions et les poser à la fin. Et vous pouvez aussi l'envoyer dans le chat.
ou le noter pour qu'on n'oublie pas. Merci beaucoup. Alors, on va passer sans plus tarder à la prochaine présentation de Dr. Patrick Correa, qui sera sur la télémédecine au Sénégal, état des lieux et perspectives. Donc, c'est l'expérience d'une plateforme d'assistance médicale à distance pour le patient et pour le praticien. Donc, Dr. Correa, si vous êtes prêt, vous pouvez démarrer. Merci beaucoup. D'accord. Si vous voulez, bonjour, bonjour à tous. Si vous voulez, je peux prendre la main sur la présentation et partager mon écran. D'accord, ça marche. OK, on voit votre écran, mais on ne vous entend pas là. Oui, je vais... Je vais démarrer. Je reviens. OK, là c'est bon, vous voyez l'écran? Oui, oui, nous voyons tout à fait votre écran. Alors, bonjour à tous. Donc, d'abord, mes remerciements à la communauté Café e-Santé de nous donner cet espace d'échange entre les différents acteurs de la santé et du digital. Donc, puisqu'il s'agit de vous faire part d'une expérience personnelle de pratique d'une plateforme d'assistance médicale, il me paraît beaucoup plus intéressant de vous parler du parcours réalisé depuis le début de cette aventure, plutôt que des aspects de pertinence et les aspects techniques et les aspects fonctionnels de l'outil. Donc, en matière de télémédecine, le petit rappel que je souhaitais faire au départ, donc c'est une petite définition sur les notions de télémédecine qui vous permettent de mieux comprendre comment s'est fait le lien avec mon activité professionnelle. Donc, l'OMS définit ce service comme un service numérique au service du bien-être de la personne pour l'e-santé, et concernant la télémédecine, donc c'est une pratique médicale à distance qui recouvre les nouvelles technologies de l'information et de la communication, dont les principales applications sont le diagnostic, le traitement, la prévention, la recherche, l'éducation et la formation continue. Les actes qui en découlent, donc, sont essentiellement donc, la téléconsultation. Je passerai rapidement sur les définitions. C'est essentiellement de la consultation à distance. La téléexpertise, qui est essentiellement des échanges d'avis entre praticiens. La télésurveillance, qui est essentiellement du suivi médical auprès du patient, et la téléassistance médicale, qui, elle, constitue un acte. Donc, c'est la réalisation d'un acte, comme de la chirurgie à distance. Et enfin, et pas plus des moindres, la réponse médicale. Pourquoi pas plus des moindres? Parce qu'en effet, depuis ma rencontre avec la télémédecine, en tant que médecin régulateur, je ne peux plus aujourd'hui me passer de cet outil. Un médecin régulateur, c'est quoi? C'est un médecin régulateur un médecin régulateur, on le trouve souvent au niveau du SAMU ou alors de la couverture d'événements spéciaux, donc qui est chargé de déterminer et de déclencher les meilleurs moyens dans le but d'assurer une réponse médicale adaptée à une situation d'urgence.
Donc, la télémédecine est devenue comme ça un outil fabuleux qui nous a permis donc progressivement de pouvoir gérer toutes ces urgences. Concernant, une fois le lien fait, concernant notre intégration au niveau de ce système-là, il a commencé depuis 2004, donc de 2004 à 2010, au niveau du ministère de la Santé. Donc, c'était sous forme d'ONG, une ONG qui s'appelle Assistance médicale Sénégal, qui était chargée de faire la régulation médicale des événements spéciaux et qui a abouti à la création au fil des années du SAMU municipal, du SAMU national. Et à l'époque, donc, les données médicales étaient sous forme de tableaux Excel et de dossiers médicaux scannés. À partir de là, donc, au sein de ce ministère de la Santé, le comité de télémédecine a été créé, mais je pense que le professeur Baradio vous en parlera mieux que moi. Ensuite, cette ONG, une fois, après avoir travaillé avec le ministère de la Santé, s'est un peu individualisée essentiellement dans la régulation médicale et la médecine d'entreprise, où les données médicales se faisaient jusque-là sous forme de tableaux Excel et de dossiers médicaux scannés. À partir de 2010, nous avons entamé une réflexion avec une structure de développeurs sénégalais et de plusieurs médecins praticiens pour mettre au point un projet de télésurveillance avec gestion et archivage des dossiers patients partagés. La suite a été de 2020 à 2024 la mise en ligne donc, de cette plateforme AMS, et les utilisateurs de cette plateforme étaient uniquement les utilisateurs de notre structure de régulation. Donc, il y avait en admin un médecin-chef et des médecins vacataires et un secrétariat avec des accès de partage limité des dossiers entre praticiens. Les activités, donc, c'était essentiellement de l'expertise médicale, donc de la médecine aéronautique, de la psychiatrie, de la médecine générale, mais de la médecine d'entreprise également, des visites d'embauche, des visites d'aptitude. Il y avait la consultation pour différentes spécialités, qui était chargée de faire le diagnostic, le traitement et le suivi des patients, et la gestion d'un calendrier de prise de rendez-vous pour tous les médecins qui étaient au niveau de cette plateforme, et également la gestion des facturations et des actes médicaux. Donc, suite à ça… Il me reste 2 minutes. D'accord, mais je pense que ça va être bon. Donc, les actes de télémédecine, c'était essentiellement de la télésurveillance, de la téléconsultation, de la régulation médicale et de la téléexpertise. Donc, par rapport à cette plateforme-là, les perspectives, c'était de mettre à la disposition des groupements d'activités médicales et paramédicales, c'est-à-dire d'ouvrir cette plateforme-là à tout utilisateur, pas uniquement au personnel de notre structure. Donc, en chiffres, aujourd'hui, en 2024, ce que cette plateforme représente, vous voyez, c'est quand même un nombre de patients assez important, un nombre d'entreprises qu'on arrive à gérer, ce qui n'est pas la possibilité d'un médecin installé individuellement. Donc, il y a cet avantage de partage et de mutualisation des moyens qui permet quand même de donner des résultats assez importants. Ensuite, donc, de 2020 à 2024, nous avons créé une nouvelle plateforme donc, qui s'appelle sahelassistance.com, qui, elle, est ouverte à tout médecin qui souhaite y adhérer, donc toujours en partenariat avec des développeurs sénégalais. La mise en ligne est très récente, de 2023 à 2024, et donc les utilisateurs, c'était les médecins, les intervenants paramédicaux, les patients et le secrétariat médical. Alors, comme activité, donc c'est essentiellement les médecins. Au niveau des médecins, donc ça leur permet de faire des consultations, des visites médicales, de l'expertise médicale, des téléconsultations, de la téléexpertise et des échanges de documents avec le patient.
gérer leur calendrier de rendez-vous, gérer la facturation et le mode de paiement, et ils ont même la possibilité d'améliorer leur profil et de mettre une galerie photo. Pour les intervenants, c'est la téléexpertise avec les médecins, de la téléconsultation, la gestion des rendez-vous de leurs propres patients et la création de comptes patients. Et pour le patient, ça lui permet de faire de la consultation, de la téléconsultation, de la gestion des proches, ils peuvent y inscrire leurs proches et leur créer un espace de santé avec lequel ils peuvent communiquer avec le médecin. Les actes, donc, c'est de la télésurveillance, de la téléconsultation, de la téléexpertise et de la régulation médicale. Les perspectives, c'est d'utiliser ce type de plateforme pour la recherche et la gestion des données médicales dont est demandeur le ministère de la Santé. En conclusion, les solutions sont disponibles, je pense, au Sénégal. Elles doivent être sécurisées et adaptées dans un contexte culturel et économique qui est particulier. Il ne s'agit pas d'importer des solutions qui ne vont pas être adaptables. Donc, les solutions locales, je pense, sont à prioriser. L'obstacle majeur, comme l'a dit dans l'intervention précédente, c'est l'adhésion des utilisateurs à l'outil de télémédecine. Donc, il faut mettre l'accent sur la législation. Les gens vous posent beaucoup de questions sur les problèmes de sécurité, sur les problèmes de législation. Mais il faut aussi une législation qui oblige le praticien à utiliser cet outil pour un accès des soins de qualité. La formation est un obstacle et la communication également. Beaucoup de médecins aujourd'hui ne savent pas utiliser et beaucoup de structures hospitalières non plus ne savent pas utiliser les outils qui sont à leur disposition parce qu'on l'utilise très, très, très souvent pour des gestions administratives plutôt que techniques. Donc, le praticien n'a pas accès à cet outil-là. Et il faut absolument créer un outil compatible avec ceux qui sont déjà disponibles au niveau des structures sanitaires publiques et privées. Je prends l'exemple du Sénégal, est capable de servir à la recherche scientifique et à la récolte de données pour les autorités. Merci, Dr Correa, et merci pour cette belle présentation. Donc, je rappelle à nos différents participants pour vos questions. N'hésitez pas à les mettre dans le chat, nous les notons et nous allons les poser aux différents intervenants à la fin des présentations. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Je vous remercie. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la prochaine présentation. Je pense que c'est la présentation de Dr Dembo Guirassy, si vous êtes avec nous. Oui. Donc, nous allons passer à votre présentation. Oui, je suis disponible, mais vous pouvez mettre la présentation. Pas la connexion. Bonjour, Dédonné. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous pouvez mettre la présentation. D'accord, ça marche. Oui. Bonjour à tous, à l'ensemble de la communauté e-santé. Et c'est un plaisir pour moi de faire vraiment l'économie de la télémédecine que Enabel expérimente au niveau de la région centre du Sénégal, au niveau d'un district sanitaire qui s'appelle Sokone. Diapo. Alors, je dirais que Enabel, il y a un pilier de santé au niveau c'est le pilier santé de Enabel qui s'en charge pour améliorer la qualité des soins de santé maternelle et néonatale. Et c'est au niveau d'un district que vous voyez sur la carte, au niveau de la zone centre, Enabel agit au niveau de la zone centre. Donc, il y a un district sanitaire, il y a un hôpital et ce district a 26 postes de santé et un seul spécialiste gynécologue qui est au niveau de cette zone. Diapo. Alors, l'intervention, donc, c'est un projet pilote de télémédecine et nous avons essayé de mettre en œuvre
un système de gestion de l'information hospitalière qu'on appelle Open Clinic, que vous connaissez tous, au niveau du centre de santé en collaboration avec le ministère de la Santé. Donc, c'est un réseau local qui a été mis en place et tout le matériel informatique nécessaire a été mis en place. Et particulièrement aussi, nous avons mis un système solaire pour autonomiser cette télémédecine, cette digitalisation au niveau de ce centre de santé. Parce qu'il faut le rappeler que ce centre de santé est complètement digitalisé. Il n'y a plus de documents papier au niveau de ce centre de santé. Tout se fait avec la digitalisation. Tout est numérisé. Et les ressources humaines ont été aussi renforcées et ce qui a permis aussi de faire aussi l'interopérabilité des différentes plateformes qui existent, le DHS2, les analyses de labo, les imageries, tout cela a été, il y a une interopérabilité qui a été mise en place. Diapo. Alors, c'est l'objectif, bien sûr, de cette télémédecine, c'est de faire face aux défis de pèlerins souvent. Et donc, améliorer la qualité des soins et réduire les coûts des spécialistes, parce qu'il n'y a pas assez de spécialistes dans les différentes zones. Donc, réduire ainsi la fracture numérique qui existe entre les différentes zones. Et rationaliser aussi les références, contre-références au niveau des différentes structures. Et donc, c'est un projet, une phase pilote, et ça a nécessité 160 000 € pour sa mise en place. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a déployé une solution de téléconsultation. Consultation, bien sûr, nous, c'est la santé de la mère et de l'enfant. Donc, une téléconsultation et téléexpertise pour les soins gynécologiques. Donc, il y a un système de données qu'on a mis en place, qu'on a installé, et un réseau régional de référence qui couvre l'ensemble de ce système, c'est-à-dire le district qui est constitué du premier niveau, le poste de santé, et du deuxième niveau, le centre de santé, et du troisième niveau qui est constitué par l'hôpital. Et il y a ensuite la surveillance continue et à distance des signes vitaux des nouveau-nés au niveau des couveuses, des nouveau-nés prématurés. Alors voici, ça c'est l'image c'est la carte du Sénégal avec la zone d'intervention de Enabel qui est au niveau de la zone centre et les centres de santé et différents postes de santé dont l'un est frontalier avec un pays voisin, la Gambie, et l'autre poste de santé c'est un poste qui est insulaire. Alors, donc nous avons mis l'ensemble du matériel, le logiciel, tout a été installé, des tests ont été faits avec des lunettes intelligentes et une interopérabilité aussi a été avec le système d'information des différents établissements de santé et avec les appareils d'échographie qui sont dotés de systèmes DICOM qui permet de pouvoir vraiment assurer l'interopérabilité. Les utilisateurs ont été aussi formés et nous avons veillé aussi à former le personnel du ministère de la Santé pour assurer la pérennisation. Donc, des séances, après 9 mois de mise en œuvre, voilà ce qu'on a pu avoir, des séances de téléconsultation et de téléexpertise entre la sage-femme ou l'infirmier et des médecins au niveau du centre de santé, le médecin gynécologue, et à l'aide de lunettes intelligentes, ou bien des enregistrements échographiques qui sont intégrés au niveau du dossier patient. Pour vous dire que c'est déjà digitalisé, donc il y a un dossier patient. Quand vous faites l'échographie, vous enregistrez les éléments et vous envoyez dans le dossier patient de la patiente. Et vous pouvez donc faire une référence avec ce dossier au niveau du spécialiste. Et il y a le troisième volet, c'est la télésurveillance. C'est des capteurs qui ont été mis au niveau des couveuses, pour pouvoir prendre certaines informations, que ce soit la température, la respiration, le pouls et la saturation en oxygène de ces bébés, et qu'on puisse faire une surveillance au niveau d'une salle. L'équipe qui assure la garde va surveiller ce bébé, surveiller ses constantes au niveau d'une salle pour vraiment assurer un bon suivi en tout cas. Alors, les défis, c'est quand on a démarré donc cette télésurveillance, on s'est rendu compte que le capteur thermique au niveau de ces zones, et comme il fait très chaud dans nos régions, les capteurs qui étaient prévus pour ça
était un peu, il avait l'air débordé un peu et les résultats n'étaient pas trop importants avec ces capteurs. Il fallait ressortir ces capteurs hors de la couveuse pour pouvoir avoir les meilleurs résultats. Et là, c'est cela qui va être fait incessamment parce que le consultant qui s'en charge doit revenir en août pour mettre en place cet élément, ce capteur qui doit être externalisé. Et là, vous voyez ici, c'est des séances de télééchographie au niveau d'un poste de santé insulaire avec la sage-femme qui a cette lunette intelligente et qui est en train de communiquer avec le gynécologue qui est au niveau du centre de santé. Diapo. Et là aussi, c'est toujours des séances de télééchographie dans un autre poste de santé. Et ce poste de santé est en train d'envoyer les images dans le dossier patient de la patiente, dans le dossier patient, hein, les images et les résultats de l'échographie sont envoyés dans le dossier patient qui peut maintenant être visualisé par le spécialiste de l'autre côté à l'hôpital ou bien au centre de santé. Diapo. Et toujours aussi, ça, c'est des phases de formation. Ce qu'on peut dire globalement, vous voyez, c'est une phase de formation en télémédecine. Ce qu'on peut dire globalement, c'est que le fonctionnement, en 9 mois, le fonctionnement est vraiment très satisfaisant et les utilisateurs sont vraiment bien formés et ils ont bien aimé aussi, non seulement les sages-femmes, parce que c'est très simple à utiliser. Et c'est d'une grande utilité clinique, hein, d'une grande utilité qu'on a remarqué cela, parce que ça les permet de régler certains de leurs problèmes qui nécessitaient des déplacements de la patiente de la zone insulaire jusqu'au niveau du centre de santé, ce qui est très difficile. Alors, en perspective, nous, maintenant, c'est surtout comment travailler, comment faire ce travail, mettre un manuel de procédure, revenez un peu, un manuel de procédure pour voir parce que les spécialistes ne sont pas toujours disponibles. Et là, leur disponibilité, il faut planifier certaines rencontres de télémédecine. Il faut les planifier, donc il faut un manuel de procédure pour voir comment il faut le faire. Leur disponibilité aussi, comment il faut racheter cela. Donc, parce qu'il y a des implications financières. Comment est-ce que le spécialiste va travailler avec la zone? La femme ne se déplace plus pour aller chercher des soins. Comment il faut faire pour motiver ce spécialiste à toujours continuer à faire cette télémédecine, à accepter tout le temps de répondre chaque fois que de besoin. Donc, cela, un manuel de procédure est en cours pour vraiment stabiliser tout cela et que les gens comprennent comment ils doivent travailler ensemble, comment ils doivent le faire. Donc, autre perspective, c'est que nous avons, là, c'est 2 postes de santé qui sont utilisés. Il y a 8 autres postes qui vont démarrer aussi dans la télémédecine. Incessamment et plus tard 10 postes parce que ce projet s'arrête en mi-juillet. Donc, un nouveau projet qui va consolider ce qui a déjà fait, va aussi intégrer 10 autres postes. Donc, voilà globalement ce que Enabel a prévu au niveau de la zone centre. Et nous avons notre responsable du pilier 2, santé, qui est là à la réunion, qui est là, Dr Ernesto Papa, qui pourra aider à apporter d'autres contributions par rapport à ce qui se fait au niveau de notre zone. Merci Ernesto. Si vous êtes là, vous pouvez. Donc, je pense que dans les discussions, il pourra aussi apporter des éclaircissements par rapport à ce qui se fait au niveau de la zone centre. Merci. Merci, Dr Guirassy. Je pense qu'on aura tout le temps de le faire lors de la partie des questions. Comme ça, il pourra apporter ses contributions. Voilà, ses apports voilà, pour la suite, pour mieux nous éclairer par rapport au projet. Donc, sans plus tarder, même rituel, posez vos questions dans le chat et nous allons les adresser après les présentations. Nous allons les adresser aux différents panélistes. Donc, veuillez bien poser vos questions. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au professeur Diop qui va nous présenter le Centre africain de télémédecine dont il est le dirigeant. Je vous remercie. Docteur, vous avez la parole. Son micro est désactivé. Oh, votre micro est-il activé? Veuillez bien activer votre micro. Je vois M. Youssoufa Sarou qui lève la main.
N'oubliez pas, notez votre question pour la fin des présentations. Après cette présentation, nous allons prendre toutes vos questions, donc ne vous en faites pas. C'est pour se conformer au timing qu'on préfère passer les présentations d'abord. Donc, notez bien vos questions. Je vous remercie. Bien, bonjour, chers panélistes. Donc, bonjour à toute l'assistance e-santé. Tout d'abord, je m'excuse de la qualité de la voix parce que j'ai quelques soucis en ce moment. Et je suis très heureux que vous puissiez me permettre de partager l'expérience que nous avons eue au centre de télémédecine. Alors, j'essaye de faire défiler la diapositive. Veuillez mettre ça en mode diapositive. Voilà, je vais le mettre en mode diapositive. Comme ça, vous pourrez le défiler. Alors, est-ce que vous le voyez en mode diapositive? Non, pas vraiment. OK, bon. Vous pouvez laisser comme ça et défiler. Non, en bas. Oui, en bas, voilà. Au niveau de 66%, vous pouvez cliquer sur le bouton juste à côté, ça met en diapo. À côté de 66%, cliquez sur juste en bas là. Au niveau du pourcentage d'engradissement. En bas à droite. En bas à droite. Voilà. Là. À côté de 66. À côté de 66%. À gauche de 66%. À gauche, juste à gauche. Alors, 66%, voilà, exactement. Mais c'est tout en bas. Là où on a agrandi la fenêtre, en bas à droite. Oui, tout à fait. Mais ça ne répond pas, en fait. Vous n'avez pas cliqué. Venez au niveau de l'onglet même, et en bas, au niveau de la diapo même en bas à droite. Oui, tout à fait. Défiler. À gauche, 66%. Oui, en bas, voilà. Voilà. Exactement. Ça marche, cliquez. Parfait. Tout d'abord, je tiens à préciser qu'au Sénégal, comme le docteur Patrick Correa l'a indiqué, la plupart des projets pilotes ont été menés avec succès depuis une vingtaine d'années. Que ce soit dans le cadre de la téléconsultation, de la téléexpertise, de la téléassistance et même du télémentoring, c'est-à-dire l'assistance dans les blocs opératoires. Et le principal problème auquel nous sommes confrontés, c'est la mise à l'échelle, la coordination des activités et la relation entre les offres et les besoins. Et c'est ce que nous avons voulu assigner au Centre africain de télémédecine, dont le principal objectif est un objectif de recherche opérationnelle sur l'ensemble des besoins périphériques, en partant des postes de santé aux hôpitaux régionaux et aux hôpitaux nationaux, parce que même les hôpitaux nationaux ont des besoins, notamment par rapport à l'international. Ils ont besoin de téléexpertise internationale ou de téléassistance. Professeur, oui. Bien cliquer en haut sur diaporama tout en haut. Vous pouvez cliquer sur diaporama tout en haut. Est-ce que vous voyez la diapo suivante actuellement? Oui, mais elle ne bouge pas. Vous pouvez cliquer tout en haut sur diaporama et en haut de votre fenêtre. Attendez voir. Alors ici, normalement, vous voyez la diapositive de la définition. C'est bien ça, hein? Oui.
Oui, oui, on voit bien. Oui, mais en fait, c'est pas étendu. Oui, oui. Donc, allez tout en haut. Vous pouvez glisser votre curseur en haut. Il y a écrit diaporama là, tout en haut. Oui. Cliquez sur diaporama tout en haut. Alors, je suis sur diaporama. Il y a les modes accueil, insertion, création, transition, animation et diaporama. Alors, ici, vous avez la 3e diapositive sur l'introduction historique. C'est ce que vous avez. Bon, oui, oui, vous pouvez défiler de la sorte alors. Pour que on Voilà, parce que sinon, ça va être un peu... Oui, oui, allez-y, allez-y. Parce que l'onglet ne répond pas, en fait. Les activités de télémédecine, comme je vous ai dit, ont été implémentées depuis maintenant une vingtaine d'années. Et le pionnier de la télémédecine au Sénégal, c'est le professeur Mamadou Gueye, qui était également pionnier en Afrique. Et depuis le 2001, les téléconsultations avaient démarré, notamment ici, avec Diourbel. Alors, quel est le cadre institutionnel du Centre africain de télémédecine? Il est piloté par le projet télémédecine télésanté qui est logé au niveau de l'université Cheikh Anta Diop. Et il s'est assigné comme tâche, comme je l'ai dit, la coordination des activités. Les justificatifs, on les connaît. La méthodologie utilisée, c'est la recherche opérationnelle sur le terrain avec des enquêtes permettant de cerner l'ensemble des besoins sur toutes les régions du Sénégal. Et ensuite, mettre en place un dispositif de réponse au niveau central en organisant un réseau d'experts dans toutes les disciplines qui puissent répondre aux besoins à travers une plateforme technique adaptée. Les services qui ont été proposés, c'est tout d'abord le télédiagnostic, la téléexpertise et la téléformation. Alors ici, vous voyez une téléexpertise entre l'hôpital de Touba et le staff d'un hôpital régional à travers un cas qui a été soumis et un rendez-vous a été donné pour un complément d'exploration et une chirurgie. Le cas de la neurologie, une téléexpertise entre Dakar et Saint-Louis sur la lecture d'un électroencéphalogramme permettant de définir une stratégie de traitement. En ce qui concerne la téléconsultation, il y a peut-être un autre élément que je vais vous montrer. Je vais essayer de le montrer ici. C'est une téléconsultation voilà, c'est une téléconsultation périphérique et un cardiologue permettant d'interroger le patient de réaliser un électrocardiogramme et ensuite d'aboutir à un diagnostic avec un partenariat public-privé, en l'occurrence ici, la Sonatel. Voilà, en ce qui concerne les... Donc je reviens sur la...
Bien. Donc ici, c'est une téléconsultation, une téléexpertise avec Saint-Louis sur un enfant qui avait une malformation sévère. Et le diagnostic a pu être fait à distance et un rendez-vous a été donné pour également une chirurgie. Alors, la téléformation également est un élément important. Vous savez que dans la mort subite, vous avez 1% de survie si la population n'est pas formée aux gestes de base. Et l'enseignement des gestes de base, de façon diffusée, ici par exemple de Dakar à Saint-Louis, Diourbel, Kolda, l'ensemble des régions permet d'augmenter le taux de survie à 30%. Donc la télémédecine peut jouer un rôle important. Le centre de télémédecine, bien sûr, les problèmes qui se posent sont l'institutionnalisation de ce centre et également le passage à l'échelle, en sachant que tous les projets ont pu être implémentés avec un succès. Ce centre également a permis une coopération internationale importante, notamment avec l'Inde, dans le cadre du projet Pan-African e-Network, où Dakar était le hub qui redistribuait le signal de l'Inde qui arrivait avec un câble optique à l'ensemble des 54 pays africains qui étaient, disons, dans ce réseau. Donc, l'autre problème auquel on est confronté au Sénégal, c'est de mettre un réseau, de mailler l'ensemble du territoire par un réseau opérationnel, ce qu'on appelle les inforoutes. Et par rapport, par exemple, à la région de Saint-Louis, un programme a été mis en place de téléexpertise sur des besoins identifiés avec une planification bien réglée. L'état également de la formation continue est très satisfaisant avec une réponse à des besoins de formation bien identifiés. Le réseau national d'experts est extrêmement important pour nous parce que ce centre comporte un centre d'appel et permet une coordination entre l'ensemble des besoins qui peuvent être identifiés et les ressources qui peuvent à tout moment répondre à ces besoins. Et bien entendu... Je suis obligé de vous interrompre pour qu'on ait assez de temps pour revenir sur les questions. Si vous pouvez conclure en 30 secondes, comme ça, après on va revenir plus en profondeur avec les questions. Ouais. Et en définitive, les résultats attendus sont l'adhésion de toutes les parties prenantes, la prise en charge précoce des patients, notamment ceux qui doivent être évacués, et le renforcement des compétences. Et pour avancer de façon cohérente sur le projet de télémédecine au Sénégal, sur le programme national, la volonté politique est indispensable et l'institutionnalisation du programme national. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, pour votre présentation assez intéressante. Donc, on va passer aux questions. Donc, on avait d'abord en premier les questions de Sébastien. Donc, Sébastien, si vous êtes là, vous pouvez déjà poser vos questions qui sont adressées au docteur Cissé. Merci. Oui, merci beaucoup, Dieudonné. C'était pour Dr Cissé, mais c'est aussi pour tous les autres acteurs potentiellement. C'est sur comment vous adressez en fait les problématiques de connectivité, parce qu'en fait la télémédecine c'est quelque chose qui est intéressant dans les zones rurales et les zones reculées ou les zones de guerre ou les zones de conflit, etc. Comment vous arrivez à adresser ça? Est-ce que c'est toujours une véritable problématique ou ça l'est de moins en moins? Vous sentez qu'il y a une évolution? Donc ça c'était ma première question, puis après j'en ai une seconde.
OK, docteur Cissé, nous vous laissons répondre. Après, si les autres panélistes veulent compléter, ce sera le bienvenu. Docteur Cissé? Ok, merci Dieudonné, merci Sébastien pour la question. Alors, la connectivité est un réel défi auquel nous faisons face. Maintenant, nous, ce qu'on fait, c'est que pour l'instant, les zones couvertes par les différents projets, en tout cas, sont très bien servies. En tout cas, ils ont une bonne couverture en connexion. Maintenant, il y a ces zones difficiles d'accès et qui n'ont pas une bonne connexion. Nous, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est de collaborer avec des agences comme l'Agence du Fonds d'accès universel. Je pense qu'il doit être présent dans un certain nombre de pays. En tout cas, pour que cette agence puisse faciliter la connexion au niveau des structures de santé pour qu'elles puissent avoir la connexion et pouvoir pratiquer la télémédecine. Merci. Est-ce que l'un de nos panélistes a quelque chose à compléter à cela? Bonjour. Je ne suis pas panéliste, mais j'aimerais partager une expérience que j'ai vécue avec la MINUSMA au niveau de notre mission des Nations Unies. Eux, ils avaient, par exemple, des antennes connectées au satellite, je pense, genre Starlink. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut être utilisé à moindre échelle ou pas. En fait, ma question, c'était toujours pareil, hein, c'est la question des coûts. Donc oui, Starlink, ça marche, mais si on a un tout petit centre de santé, c'est là que ça devient intéressant, bah, il n'a pas les moyens de se payer une connexion de ce type. Donc c'est toujours un peu pour moi la problématique, et c'est justement de savoir si ça s'amoindrissait et que c'était moins un problème. Mais je sais que dans le nord du Mali, moi quand j'avais discuté avec Orange, ils m'avaient dit mais nous on n'investira plus dans cette zone-là parce que on a eu trop de problèmes, nos pylônes ont été détruits, on ne va plus là. Mais justement le besoin, il est particulièrement là. C'était pareil le nord-est du Nigeria. C'était savoir si aujourd'hui c'était moins un enjeu ou si ça avançait. Mais effectivement il y a des solutions qui se présentent quoi, de plus en plus. Mais il y a toujours la question du coût et qui supporte ce coût, quoi. OK. J'ai donné, je pense, vous avez, oui, si vous permettez, peut-être une réponse à celui qui, par rapport au coût. Nous, ici, dans l'expérience, c'est on avait l'habitude de faire, par exemple, il y a certaines activités, comme par exemple le cas de la télé-ECG, télééchographie qu'on a partagé. On estime le coût qu'aurait dû payer, par exemple, le patient s'il devait quitter cette zone isolée pour se rendre jusque dans un centre urbain. Maintenant, on prend le même coût. Donc, l'intérêt déjà, c'est qu'on va éviter aux patients de se déplacer et tout. Et maintenant, c'est de répartir ce coût-là en trois, par exemple. On a un tiers qui va revenir, par exemple, au centre local qui a réalisé, qui a demandé cette téléconsultation. Un tiers qui va revenir à l'expert à distance qui va répondre au cas. Et un autre tiers qui va rester pour, en tout cas, disons, la gestion du matériel qui est utilisé dans le cadre de cette télémédecine. Merci, docteur. Rapidement, docteur Diop, avant de passer à une autre question. Docteur Diop, vous avez la main. Je voudrais dire qu'au Sénégal, le problème se pose moins parce que la connectivité Internet est quasiment disponible sur l'ensemble du territoire. Et même dans les zones les plus reculées, qui disposent de téléphones portables et d'une bonne connectivité. Mais en fait, c'est beaucoup plus par les opérateurs privés. Et nous avons une agence de l'informatique de l'État qui agit également en maillant le territoire par de la fibre optique. Mais il faut que l'État lui donne beaucoup plus de moyens et qu'il y ait une volonté politique pour que toutes les structures de santé soient interconnectées. C'est un peu ça la difficulté pour que les coûts soient amoindris au maximum. Oui, tout à fait. Pour moi, le Sénégal, c'est un peu un pays à part où effectivement, il y a depuis le Covid beaucoup d'initiatives. Il y a aussi pas de problématique
beaucoup moins, en tout cas, ou quasiment pas de problématiques sécuritaires comme on peut retrouver effectivement au Mali, Nigeria, etc. Donc, ou au Burkina. Donc, c'est effectivement, je pense, beaucoup plus simple pour le Sénégal. Du coup, j'allais sur ma deuxième question. C'était est-ce que, et c'est aussi pour Mahmoud Cissé, est-ce que vous trouvez qu'en fait le fait qu'il y ait beaucoup d'initiatives privées, ça crée de la confusion et pour les professionnels et pour les patients, ou au contraire c'est une bonne chose parce qu'on n'a pas atteint un seuil où on a des solutions parfaites ou en tout cas très très bonnes, et que du coup, et que c'est une bonne chose, ça crée une dynamique et que ça crée de l'engagement, ou au contraire que voilà, tout le monde commence à s'y perdre. D'accord. Merci Sébastien. Donc la question c'est, est-ce que la multiplicité est une bonne chose? Est-ce que ça ne serait pas trop pour les professionnels de santé? Alors, moi je dirais que la multiplicité, en tout cas, est une bonne chose. On va relativiser, mais c'est surtout la duplication qui va causer le problème. Si on a plusieurs initiatives par rapport à plusieurs domaines différents, ça ne va que renforcer l'accès aux soins. Mais ce qui serait problématique, c'est que pour la prise en charge du paludisme, par exemple, c'est-à-dire qu'il y ait 3, 4, 5 ou 6 initiatives qui cherchent toutes à apporter une solution à ce seul problème, c'est ce qui cause problème. Donc, c'est là qu'il serait intéressant de réfléchir à l'interopérabilité de ces systèmes. Il faut peut-être les multiplier, mais pas les dupliquer, c'est-à-dire répéter la même chose plusieurs fois. Oui, Dr Correa souhaite ajouter une précision à cette question. Dr Correa? Oui, merci. Alors, j'avais bien noté dans le chat cette question. Et lors de mon propos, je pense que j'ai essayé de faire ressortir le fait que tous les outils sont en place. Tous les outils fonctionnent bien, en tout cas au Sénégal. On a une bonne connectivité, on a tout ce qu'il faut. Et effectivement, on a une multiplication de solutions. Ça crée effectivement un engouement qui va résoudre qu'une seule partie du problème, c'est la couverture. Mais après, c'est vrai qu'en matière de qualité, je pense qu'il faut prioriser les solutions locales, parce que j'ai étudié énormément de solutions importées, mais qui ne fonctionnent pas, en fait. Parce que moi, j'ai créé cette solution avec des développeurs sénégalais parce que je n'étais pas satisfait des propositions qui étaient faites et qui venaient surtout de l'étranger. C'est pour ça que la condition pour pouvoir bien continuer sur ces projets de télémédecine, c'est d'abord la législation qui va nous donner deux choses. C'est l'obligation à utiliser cet outil. Je pense que les médecins, le personnel médical, parce que j'ai été victime de ça. Moi, Creatic Studio, ils sont venus me voir pendant 2-3 ans en me disant « Je vous assure que ça va vous changer la vie ». Et donc, il nous a fallu 2 ou 3 ans pour nous convaincre. Et même au sein de mon équipe, il a fallu le même temps. Donc, je vous parle de 4-5 ans pour pouvoir, ne serait-ce que dans mon équipe, mettre ça en place. Donc, il faut quelque part que l'État oblige les médecins, par exemple dans les conditions d'installation de cabinet, d'adhérer à une plateforme. Ensuite, la deuxième chose, c'est que la législation va nous apporter, c'est une adéquation avec nos réalités. C'est-à-dire qu'il faut un cahier des charges qui permet à l'État de donner un agrément à ces solutions. Et cet agrément va tenir compte de beaucoup de choses, y compris de la sécurité. Et au niveau de la recherche et de l'autorité, créer un logiciel qui va être compatible avec toutes ces solutions. Donc, ces solutions peuvent être multiples, adaptées, mais incompatibles les unes avec les autres. Donc, il n'y aura pas d'échange possible. Même avec un centre de télémédecine comme celui de l'hôpital FAM, comment est-ce que ce type de solution-là peut être compatible avec des échanges qui vont être nécessaires? Donc, il faut quelque part un logiciel compatible central de l'État qui permette un peu de booster la recherche. Donc, on va avoir des résultats, on va avoir énormément de données riches qu'il va falloir adapter pour la recherche. Et également, ces autorités-là ont besoin d'avoir ces informations-là.
Oui, tout à fait, c'est pour ça qu'on a fait plusieurs ateliers aussi sur l'interopérabilité, parce que c'est un enjeu, ça va donner une grille de lecture en fait. Et la troisième chose, parce que bon, on puisse passer aux prochaines questions. Oui, pardon. Il y a Diop Ibrahima qui avait une question pour Dr. Correa. Donc, si vous êtes là, Abdourahman Diaye qui avait une question pour Dr. Correa. Si vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question pour Dr. Correa. Après, on va revenir sur l'intervention de Dr. Diop. Ok, merci Dieudonné. Alors, merci. Est-ce que le micro, c'est bon? Ça marche? Okay. Oui, on vous reçoit. Ok, merci. Merci Dieudonné. Donc, bon, pratiquement, je pense que ma première question a été déjà posée concernant. Bon, moi, je suis enseignant-chercheur en télécommunication à l'École supérieure multinationale de télécommunications de Dakar. Donc, je pense que ma question a été déjà posée concernant l'accessibilité des services au niveau des zones reculées, parce que en réalité, si on prend le cas du Sénégal, les médecins sont généralement dans les grandes villes, que ce soit à Dakar. Donc, si on regarde le ratio du nombre de médecins que nous avons à Dakar comparé avec les régions reculées, on voit que ce ratio-là, il est très important. Ça veut dire que ces solutions, ce sont des solutions qui sont destinées aux zones reculées. Maintenant, je pense que j'avais demandé la question, qu'en est-il du développement des réseaux de télécommunications dans le cadre du Mali par rapport au Dr Cissé, parce que ces solutions doivent être accessibles aux populations des zones reculées. L'autre question que j'avais pour Dr Correa, c'est par rapport à est-ce qu'il y a des données par rapport à l'utilisation de la plateforme? Les utilisateurs de la plateforme, ils sont dans quelle zone de manière générale? Donc, ça, c'était un peu les deux questions que j'avais. Merci. Merci, Dr. Correa. Si vous pouvez répondre. Alors, nous, je ne sais pas si j'ai été clair dans la présentation, on a deux plateformes. On a une plateforme qui fonctionne depuis plusieurs années, mais qui concerne que nos patients. Et on a ouvert depuis 2023, donc, mais c'est en test, c'est une plateforme qui est en test. On a ouvert à certains médecins, c'était nos médecins référents, en fait, classiques, qu'on a fait adhérer, et donc eux inscrivent leurs patients, etc. Donc, pour répondre clairement à votre question, nous, notre patientèle, elle est ciblée. Donc, essentiellement dakaroise. Donc, on communique avec cette population dakaroise, les 10 000 patients que vous avez vus. Ou alors, ce sont des chantiers qui sont à l'extérieur du pays, où là, c'est nous-mêmes qui inscrivions les patients et qui communiquons avec eux dans le cadre de la médecine d'entreprise ou de la médecine d'urgence quand on fait des couvertures à l'extérieur du pays. Maintenant, pour la plateforme actuelle, on est vraiment en phase de test et on n'a pas de données. Les seules données qu'on a, c'est des inscriptions de médecins qui sont pour l'instant à Dakar et des patients qui, dans la majorité, sont à Dakar. Merci, Dr. Correa. Nous allons prendre une prochaine question. Daouda Diarra, si vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Daouda Diarra, vous êtes avec nous. Si vous n'êtes pas là, on va laisser… Je suis là. OK. Je suis là. Excusez. Allô, je suis là. Oui, allez-y pour de votre question. Oui, j'avais posé 3 questions en fait. La première, M. Daouda Diarra, je suis médecin spécialiste en médecine et médecine communautaire. En fait, la première question était adressée à M. Cissé. C'était de savoir en fait la couverture de l'UND 110 dans les CESCOM universels en fait au Mali. En plus de ça aussi, est-ce que les données sont utilisées, tous les CESCOM utilisent effectivement les données? Est-ce que les CESCOM sont en jeu par rapport aux données? En plus de ça aussi, les défis qu'il a eu à rencontrer au cours de ses activités. Parce que les CESCOM universels au Mali ne dépassent pas 7 en fait. Mais il y a un ensemble de CESCOM qui sont inclus. Mais le constat est là, je pense que dans ces structures,
l'utilisation de l'outil n'est pas aussi effective en fait. Merci. Oui, allez-y, docteur Cissé. Ensuite, on va prendre la prochaine question. Merci beaucoup, Dieudonné. Merci d'avoir ces questions. Alors, la première, c'était par rapport à la couverture des CESCOM. Comme je l'ai dit, le projet Sandy couvre un certain nombre de CESCOM. On a 16 au total, dont des CESCOM universitaires, plus les 5 centres de santé de référence. Maintenant, est-ce que les données sont à jour? Je ne sais pas. En fait, je ne suis pas impliqué dans la conduite du projet Sandy, et donc, je ne pourrais pas me prononcer sur les défis que, en tout cas, je n'ai pas encore vu dans un document, ou bien je n'ai pas encore reçu l'information. Mais j'imagine quand même que ça serait des défis comme les autres projets de télémédecine dans notre contexte malien, comme le problème de, disons, de couverture en réseau. Maintenant, l'adhésion des professionnels de santé et leur motivation, parce qu'on sait que parfois, dans le cadre du projet, s'ils sont très bien motivés, le projet, ça passe très bien. Mais après, s'il n'y a pas de motivation derrière, les gens ont tendance à baisser les bras, essentiellement. Donc, c'était juste pour résumer, puisque je ne suis pas en train de conduire ce projet Sandy. Merci, docteur Cissé. On va passer à la question de Ben Hamida Mohamed. Bon, sa question n'est pas adressée à un panéliste particulier. Donc, je vais laisser Ben Hamida Mohamed poser sa question. Comme ça, docteur Diop pourrait y répondre. Si vous êtes avec nous, Ben Hamida Mohamed. Donc, je pose la question à sa place alors, docteur Diop, si vous pouvez bien répondre à cette question. Est-ce que les tests d'application de la télémédecine sont des choses qui sont publiées? Est-ce que c'est public? Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Les tests d'application. Les tests d'application de la télémédecine, est-ce que les tests, c'est-à-dire les tests de loi au niveau de la télémédecine sont Oui, qui sont au Sénégal, il existe des tests de loi qui ne couvrent pas toutes les applications, mais il y a un certain nombre de textes de loi qui sont disponibles. Merci, merci. Donc, Ben Hamida Mohamed, la réponse à votre question est là. Donc, les textes de loi sont disponibles et publiés par rapport à la télémédecine. Il y a Ibrahima Sarr qui lève la main. Donc, nous vous laissons poser votre question. Après, nous allons revenir sur Ernesto Papa par rapport à Enabel. Ouais, moi, vous parlez? Ouais, oui, allez-y. C'est Yael Fatou Sarr. Je participe, je suis aux États-Unis, je suis professionnel de santé publique et je travaille dans la télémédecine. Donc, je voulais juste peut-être parler de la multiplicité des solutions qui sont mises en œuvre dans nos pays là. Nous avons de petits pays et que je pense que ces solutions doivent être coordonnées et qu'on puisse avoir une solution nationale qui couvre le système de santé publique du Sénégal. Maintenant, il peut y avoir que des privés développent leurs solutions et mettent ça en vente sur le marché pour peut-être des clientèles privées. Mais je pense que dans nos pays qui sont de petits pays, il faut aller dans le sens de travailler dans une solution unique qui couvre les systèmes de santé. Ce qui fait qu'on ne va pas fragmenter le système de santé. Donc déjà, on a des problèmes pour avoir un système de santé correct. Si on se met à fragmenter les solutions de télémédecine dans le pays, ça ne va pas marcher du tout, ça ne va pas marcher. L'autre chose que je voulais dire est qu'il y a quelqu'un qui parle de solutions importées. Moi, je suis sénégalaise, je suis professionnelle de santé publique. Je travaille au Sénégal dans tout le système de santé et je peux travailler sur une solution qui vient d'ici et qui marche au Sénégal. Il y a des solutions qui ont été développées, qui sont stables et qui peuvent être testées et voir si ça marche au Sénégal. Donc, je voulais juste parler de ça en tant que peut-être personne
africain qui n'est pas au Sénégal ou qui n'est pas en Afrique. Il faut qu'on essaie de ne pas faire une multiplicité des solutions parce que nous sommes de petits pays. De petits pays, il faut avoir une solution qui couvre tout, qui peut couvrir tout le pays et le système de santé. Maintenant, si des structures privées veulent utiliser d'autres solutions, ils peuvent, mais ça ne doit pas fragmenter le système de santé. Voilà, merci. Merci, Madame Sarr, pour votre intervention qui est d'une grande contribution pour le débat d'aujourd'hui. On va laisser M. Ernesto Papa revenir sur son apport à la présentation de Dr. Guirassy. M. Ernesto Papa, si vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, on va passer à la question de Alassane Sall qui demande une question adressée à tous les panélistes. Si n'existe pas un satellite africain qui pourrait être utilisé. Oui, vous pouvez activer même votre micro si vous êtes là pour poser votre question. Monsieur Alassane Sall. Bonjour. Je félicite déjà les présentations. Je n'ai pas pu me connecter très tôt, mais le peu que j'ai écouté est très réconfortant. Effectivement, s'il existait, je crois qu'il existe, chose à vérifier, un satellite panafricain, dans le cas contraire, au moins un satellite d'un pays africain, pourquoi ne pas l'utiliser pour pouvoir la question de connectivité, voilà, est-ce que c'est des choses qu'il faut peut-être examiner? Si oui, nous avons, si je ne me trompe pas, un CDC africain, donc pourquoi ne pas l'associer dans ce travail de télémédecine? Et cette structure-là, si je ne me trompe pas, elle émane un peu de l'Union africaine, donc pourrait être en lobbying auprès de l'Union africaine pour pouvoir utiliser et perfectionner le satellite dans le cadre de la télémédecine. Et ça profitera pour tous les pays. Voilà, pas seulement le Sénégal, qui est en avance a priori pour d'autres pays, mais pour l'ensemble du africain et voir l'international, puisque si je me trompe pas dans l'une des présentations, je crois que c'est Dr Diop, où il y a possibilité de travailler avec des expertises internationales. Bon, en se basant même, on sait que les Indiens sont très en avance là-dessus, et si j'ai bien compris, ils ont travaillé avec le Sénégal dans ce cadre-là. Voilà. Sinon, j'en profite pour juste réagir par rapport à Madame Yacine. Moi, je crois que d'avoir des experts informatiques et autres locaux, c'est fantastique. Moi, je crois que c'est très bien que ce système soit développé par des Sénégalais. Et pour des Sénégalais, c'est une idée extraordinaire et formidable. Voilà, je vous remercie. Merci. On va prendre une dernière question avec Demba Faye. Ensuite, on va faire le tour de nos panélistes avant de conclure. Demba Faye, la parole est à vous. Oui, bonjour Dieudonné. Merci beaucoup pour les panélistes et l'ensemble des participants. Alors, moi, j'avais deux questions. Alors, la première, ça concerne tous les panélistes. Alors, durant les présentations, aucunement, j'ai pas une fois entendu parler de l'utilisation de l'IA dans les solutions qui sont en train d'être proposées, que ce soit au Sénégal ou bien que ce soit au Mali avec GCC. Alors, la question, c'est quoi? C'est est-ce que aujourd'hui, par rapport à ces solutions qu'ils nous ont proposées, l'IA est-elle en train d'être utilisée? C'est ça la première question. Maintenant, la deuxième question, je pense qu'on peut le ranger un peu dans les perspectives. Donc, elle concerne un peu les effets du changement climatique que nous sommes en train de vivre depuis très longtemps. Alors, comme vous savez,
Aujourd'hui, si on parle de télémédecine, si on parle d'e-santé, normalement, on fait allusion à l'utilisation donc de capteurs, donc de l'utilisation de serveurs, donc de passerelles, etc. Donc, grosso modo, on utilise des objets, donc des objets qui consomment de l'énergie. On sait qu'au Sénégal, par exemple, la principale source d'énergie qui est utilisée, c'est l'électricité. Donc, ce qui veut dire que les objets-là que nous sommes en train d'utiliser comme des capteurs, des serveurs, etc., participent également à l'augmentation du changement climatique. Donc, accentue les effets du changement climatique tout simplement parce que derrière, il y a des quantités de CO2 qui sont dégagées. Alors, pour les parties prenantes, en tout cas, de tout ce qui est télémédecine, etc., est-ce que cette question-là, donc la réduction de l'effet du changement climatique venant de ces matériels qui sont en train d'être utilisés, est en train d'être pris en compte? Donc, c'est un peu ça la deuxième question. Je vous remercie. Merci. Merci, Demba Faye, pour vos différentes questions. Nous allons poser la première question adressée à tous les panélistes, à Dr Guirassy, si vous êtes avec nous. Ça parlait, si je ne me trompe pas, de l'utilisation aujourd'hui de l'IA dans les différents projets de télémédecine. Dr Guirassy. Oui, oui, je Oui, la première question était de voir est-ce que au niveau de vous. Je pense que M. Faye fait des suggestions, hein, ce n'est pas des questions. Je pense qu'il peut faire des propositions par rapport à cela. La télémédecine, c'est vraiment des plateformes, plusieurs types de plateformes qui existent, qui n'ont pas les mêmes noms. Et le seul problème peut-être que nous avons, c'est l'interfaçage, l'interopérabilité entre ces différentes plateformes. Je pense que c'est ce qui est important. Maintenant, l'intelligence artificielle, et je pense que c'est dans des domaines de l'avenir. Bon, s'il a assez d'idées par rapport à ça, je pense que c'est la bienvenue. Hein. Mais nous sommes en phase de... On n'est pas trop avancé dans ça. S'il y a des solutions, s'il y a dans le système certains qui ont des pistes de solutions par rapport à ça, je pense que c'est la bienvenue de faire des propositions. Pour moi, je considère que ce n'est pas des questions, c'est des propositions qui peuvent nous faire, ou des suggestions. Merci. Merci, Dr Guirassy. Oui, Dr Sissi, allez-y. Une réaction par rapport aux questions, moi j'estime les questions posées par Faye. La première, c'est-à-dire, il disait qu'il n'avait pas, en tout cas, vu l'implication de l'intelligence artificielle dans les projets présentés. Vous avez donné l'autre exemple. Et moi aussi, dans la présentation, je l'ai évoqué, l'utilisation de l'intelligence artificielle en perspective par exemple, l'outil utilisé dans le cadre de la télédermatologie. Nous sommes sur la voie d'intégrer un algorithme d'intelligence artificielle pour donner d'abord un premier avis par l'intelligence artificielle. Maintenant, est-ce que la question du réchauffement climatique est prise en compte dans ces projets? Le projet que j'ai présenté, Sandy, est basé essentiellement sur l'énergie solaire. Donc, c'est l'énergie solaire qui est utilisée dans le cadre de ce projet-là, par exemple. Donc, pour dire que oui, la question de l'impact de l'utilisation de ces différents capteurs, serveurs et autres sur le changement climatique est bien prise en compte dans certains projets de télémédecine. Merci, Dr Sissé. Donc, nous avons moins de 5 minutes pour conclure ce webinaire. Donc, je vais faire un dernier tour de table en posant une question à chaque panéliste, c'est-à-dire quel est votre, rapidement, en 1 minute, vos mots de fin. Dr Correa, allez-y. Oui, non, mais en même temps, je voulais répondre au dernier intervenant qui a posé quand même une question intéressante concernant l'IA. Évidemment, on évolue dans l'IA. Nous, on a 2 projets d'application de l'IA, c'est dans le domaine de la recherche, pour pouvoir détecter déjà au niveau des dossiers que nous possédons, si par exemple on fait une recherche sur le diabète, que cette IA puisse identifier tous les mots-clés relatifs à une recherche sur telle ou telle pathologie, déjà sur les dossiers existants et qui sont archivés au niveau de notre plateforme et qui pourraient donc être multipliés. Et la deuxième
application, ce serait dans le diagnostic, donc sur la base d'une conversation en téléconsultation, que cette IA puisse proposer un traitement, un diagnostic d'abord, un traitement et puis ensuite un suivi. Concernant le volet climatique, je pense qu'il faut réfléchir de manière très progressive et aller ensemble avec les autres initiatives qui sont faites. L'électricité, maintenant, on commence à trouver des alternatives comme le solaire et puis les énergies renouvelables. Et on fait déjà un gros effort, rien qu'en utilisant la télémédecine en matière de déplacement des gens. Donc, vous avez l'empreinte carbone qui est diminuée. Les gens restent sur place. Leurs problèmes de santé sont résolus sans qu'ils se déplacent. Et puis, il y a beaucoup d'outils qu'on n'utilise plus, comme le papier, les imprimantes et tout ça, qui ont bien sûr un impact climatique sur nos quotidiens. Je conclurai, moi, en disant, pour ma part, et en insistant sur deux choses qui figurent dans ma conclusion. C'est, comme l'a dit M. Sall, il faut faire travailler le local, il y a les compétences ici. Et il faut faire confiance. Il faut vraiment faire confiance de plus en plus aux compétences locales. C'est très important parce que moi, j'ai vécu cette situation. Moi, je suis praticien, j'ai vécu cette situation. La deuxième chose, c'est la législation qui va nous apporter beaucoup de choses. Donc, s'il y a de l'argent à mettre aujourd'hui dans la télémédecine, c'est dans la législation, c'est dans l'obligation d'utiliser ces plateformes-là. Et surtout, la communication et la formation du personnel, mais aussi des patients. Merci, Dr. Correa. Dr. Guirassy, vos mots de fin rapidement en moins d'une minute. Merci. Bon, moi, je voulais juste dire que la télémédecine, je pense qu'elle a bienvenue dans nos pays africains. Surtout, cela a été favorisé par la COVID, qui a été un facteur déclenchant où les gens ont déjà pensé à digitaliser petit à petit les différentes structures pour, en tout cas, pouvoir travailler correctement. Là, nous, au niveau du Sénégal, au niveau de la zone SAL, nous sommes en phase de démarrage et nous continuons vraiment, nous comptons consolider ce qu'on est en train de faire au niveau de la zone SAL par rapport à la télémédecine. Merci. Professeur Diop, votre mot de la fin. Merci. Pour répondre à une des questions, il y a un satellite africain qui est très ancien, qui s'appelle le RASCOM, qui est opérationnel depuis plus d'une dizaine d'années et qui a même été utilisé dans le cadre du projet indien. C'est une des solutions, bien sûr, de communication. Pour l'intelligence artificielle, elle est intégrée à quelques projets. Et nous, au niveau du Centre africain, nous avons un projet de robot conversationnel, c'est-à-dire des robots à qui on va demander de suivre des patients diabétiques, hypertendus ou autres, pour l'éducation thérapeutique ou pour évaluer leur adhésion au traitement. Alors, en ce qui concerne la question de Madame Sarr, il est très important qu'il y ait des initiatives et des projets sectoriels. Parce que l'État est en retard. Et ces projets sectoriels vont permettre de tester et de voir qu'est-ce qui est possible et quels sont les besoins. Simplement, ils doivent aller de pair avec un programme national et une structure d'intégration qui va permettre de faire le lien avec tous ces projets et de les mettre dans un cadre cohérent pour simplement des objectifs de santé publique. Donc les projets sectoriels n'ont pas d'impact sur la santé publique tant qu'il n'y a pas un outil d'intégration, c'est-à-dire un programme national. Voilà, et nous, c'est un peu notre combat. Merci beaucoup, professeur Diop. Alors, docteur Cissé, votre mot de la fin pour conclure rapidement.
Merci beaucoup, Dieudonné. Juste un mot par rapport à la multiplicité évoquée par notre consoeur. En fait, quand on parle de multiplicité ici, on est unanime là-dessus, il n'existe pas ou bien il n'existera pratiquement pas une solution unique qui puisse prendre en charge ou bien en compte tous ces problèmes de santé que vous connaissez avec différentes spécialités qui ont des réalités différentes. Mais ce qui serait important, c'est que d'éviter d'abord de dupliquer les mêmes projets qui existent pour les mêmes domaines et arriver à intégrer ces différentes solutions-là au niveau peut-être national. Après, c'est une question politique. Maintenant, quant à mon mot de fin, alors, ce qui est sûr, la télémédecine, elle est utile aujourd'hui pour tous les pays pratiquement, et particulièrement nos pays africains, mais il va falloir que la mise en place de ces projets de télémédecine parte d'un réel besoin. Il ne faudra pas partir sur les technologies, c'est-à-dire assembler un certain nombre de codes, venir présenter un outil qui est fabuleux, qui par la suite ne va pas servir à grand chose, mais il faut partir des besoins réels de santé de nos populations. Ensuite, c'est une réalité, donc il va falloir qu'on arrive à réglementer cette pratique-là. Aussi, il est important, puisque ce sont les mêmes patients, d'arriver à faire communiquer les différentes solutions. Donc, l'interopérabilité, enfin, de mettre à échelle les différentes initiatives qui existent déjà. Parce que malheureusement, ce qui se passe, c'est que la plupart de ces projets et de ces initiatives tombent après la phase projet parce qu'il n'y a pas une stratégie de pérennisation qui est là après. C'était mon mot de fin. Merci, Dieudonné. Merci, Dr. Cissé, pour avoir magnifiquement conclu ce webinaire et au cours duquel nous avons eu la chance de voir 4 perspectives différentes, 4 cas d'application de la télémédecine, avec beaucoup de similitudes aussi. Et nous avons pu explorer aussi le cas du Mali et le cas du Sénégal. Et je remercie encore infiniment nos différents panélistes qui ont pu donner de leur temps et de leur expertise pour pouvoir nous éclairer sur ce sujet-là. Et pour ceux qui demandent les présentations des panélistes, nous allons nous arranger pour que vous puissiez les avoir. Et n'oubliez pas que le webinaire est enregistré. Donc, dès que nous allons le publier sur YouTube, vous pourrez encore revoir et pour pouvoir mieux maîtriser certaines notions qui peut-être nous ont échappé. Merci beaucoup à tous et bonne soirée, agréable soirée et rendez-vous au prochain Café de Santé. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Mais je disais, je suis rentrée dans le programme, c'est bien carré.